Bonjour Anthony, comment vas-tu? Mais très très bien, et toi? Ça va bien, merci d'avoir accepté de participer à ce parcours. Avec une actualité, les musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles présentent Pierre Alechinsky et ses œuvres sur papier. Tu vas nous donner des informations complémentaires sur cet artiste, sa pratique du papier, mais avec aussi le défi, dans le court laps de temps qui nous est imparti, d'élargir le propos et de le remettre dans le contexte de Cobra et des autres artistes de ce mouvement qui ont travaillé également le support du papier. Eh bien, je vais partager mon écran et comme ça, on va directement pouvoir explorer les différentes possibilités du papier. Alors, l'objet de l'intervention s'intitule Pierre, papier, Cobra, Mhm. parce que, on le sait, Pierre Alechinsky a fait partie du groupe Cobra, qui, pour rappel, est l'acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Donc, l'ambition de cette intervention est de pouvoir aborder évidemment l'œuvre de Pierre Alechinsky, avoir quelques éléments biographiques, appréhender évidemment le rapport au papier, vu que c'est le focus qui est proposé par les musées royaux des Beaux-Arts et également ouvrir un petit peu le champ à Cobra. Alors, c'est une vraie gageure de pouvoir faire ça en 20-25 minutes, mais on va essayer d'y arriver ensemble. Alors, une exposition particulière, une exposition rendez-vous. On le sait, les liens entre Pierre Alechinsky et les musées royaux sont assez intenses, sont assez forts. Les musées ont une collection assez importante d'œuvres de Pierre Alechinsky. On compte à peu près 270 dessins, tableaux, estampes, sans compter évidemment les livres illustrés, et cela depuis la première acquisition qui date de 1955. Donc, on a vraiment un long parcours qui se fait depuis plus de 50 ans et des liens importants entre les musées et Pierre Alechinsky. Alors, ce qui nous intéresse, je pense, aujourd'hui, c'est aussi de comprendre que dans la constellation des possibilités offertes par Pierre Alechinsky, il y a quand même une colonne vertébrale. Il y a des points de rendez-vous assez importants que l'on peut résumer en quelques mots-clés, comme une ligne qui serait libérée, une ligne qui serait fluide, l'importance de l'eau, de l'encre et évidemment l'importance du papier. Alors, pour toutes et tous, on va essayer peut-être de synthétiser quelques éléments biographiques. 1927, c'est la naissance de l'artiste. Alors, il est toujours vivant. Nous sommes en 2021. Il a maintenant 93 ans. Il continue de travailler, de produire des œuvres d'art qui, je pense, maintiennent un intérêt pour un renouvellement de son champ artistique. Donc, il tente quand même systématiquement d'aborder de nouvelles techniques. Et donc, c'est l'objet de cette intervention, c'est d'essayer de comprendre aussi comment, sur une œuvre qui est aussi longue, aussi importante, on arrive à renouveler sa production et essayer de trouver d'autres terrains d'expérimentation. Alors, il va faire un passage par l'École nationale supérieure d'architecture et des arts décoratifs, la Cambre, en Mhm. 1944. Il va participer à un groupe important dans l'histoire de l'art en Belgique qui s'appelle la Jeune Peinture Belge, et on aura l'occasion d'y revenir un tout petit peu. On le sait, évidemment, il participera au groupe Cobra en 1949, alors que Cobra existe depuis 1948, donc il prend un petit peu le train en marche. L'histoire de Cobra, c'est 3 ans, 48, 51, mais il aura une importance vraiment significative parce que Pierre Alechinsky est à ce moment-là, en tout cas, le peintre du groupe Cobra. On le sait, la contribution belge au groupe Cobra, c'est principalement des personnalités qui viennent de la littérature. Et donc, on a à ce moment-là l'importance d'un peintre qui va apporter toute sa discipline dans ce processus. Alors, en 1954, il va aborder une nouvelle manière de voir son travail, à savoir changer de posture, une posture dite à la chinoise qui va être influencée par le peintre Wallace Sting. Et on rentre dans toute la période Cobra, post-Cobra, donc à partir de 51, on le sait, mais quelques années vont permettre à l'artiste de peut-être expérimenter d'autres voies. Et en fait, il y a une forme de nostalgie qui va être placée pour plein d'artistes du groupe Cobra, que ce soit d'Autremont, que ce soit Alechinsky, que ce soit d'autres artistes. Et donc, des travaux à quatre mains vont se réaliser à partir de cette période-là. Des influences diverses, évidemment, des influences et des voyages vont être organisés. Alechinsky va quitter Paris pour Bougival, qui se situe entre Versailles et Paris. Et donc, dans cet atelier, il va peut-être refaire sens avec ses premières heures de travaux collaboratifs, à savoir la gravure, le papier, l'atelier. Il voyage, je viens de le dire également, à New York aussi, où une œuvre fera une grande transition dans sa proposition artistique, où il va en fait, grâce à Central Park, réaliser des remarques marginales. Nous aurons également l'occasion d'y revenir. Et puis, une autre date importante, des recueils, des propositions de livres, des essais, des textes, des formulations critiques qui permettront d'appréhender aussi son œuvre.
toute une colonne vertébrale biographique assez importante avec des rendez-vous que nous allons essayer d'étayer maintenant. Alors, la jeune peinture belge, c'est un groupe important dans l'histoire de l'art, on l'a dit, parce que il va permettre de fédérer différents noms, différentes personnalités. Alors, on a ici une œuvre qui fait partie de la collection des musées royaux, une œuvre qui est une œuvre collective et qui permet de reprendre des travaux partagés ici de Gaston Bertrand, Anne Bonnet, on le sait également, Jo Delahaut, Louis Van Lint. Alors, c'est assez intéressant, j'ai fait le choix de proposer cette œuvre-ci parce que de manière assez anecdotique, elle n'est pas réalisée par Pierre Alechinsky, mais elle montre un petit peu toute cette ferveur, toute cette volonté de travailler avec des mains partagées. Et ça, c'est un des fondements que l'on retrouvera par la suite dans le travail de Cobra également. Le fait de pouvoir réaliser des œuvres qui soient, on le sait, anti-spécialistes, donc où le peintre va croiser l'écrivain, le poète, pardon, le sculpteur. Ici, c'est un rendez-vous de peintres. Donc, on a plein de peintres qui se donnent rendez-vous sur une toile et qui font une proposition collective. Alors, l'importance de la jeune peinture belge se situe dans une période qui est assez troublée, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1941 et Robert Delvoye va se positionner comme une figure tutélaire qui va permettre de fédérer tous ces artistes autour de lui à un moment où les artistes sont tentés par quelque chose de beaucoup plus rassurant, à savoir l'animisme. L'animisme, c'est une peinture qui renvoie à un aspect peut-être plus traditionnel, même si ce n'est pas tout à fait traditionnel non plus, mais qui est plus rassurant au niveau de la figure. Et donc, toutes les ambitions de lignes libérées, de figures éclatées ou de propositions abstraites ne sont pas au rendez-vous. Pourtant, on le dit, en 1941, Robert Delvoye va fédérer ces artistes pour justement faire un nouveau programme, une nouvelle proposition. Et cela peut être aussi au risque de l'occupant nazi, qui évidemment ne voit pas ça du meilleur regard. Donc l'ambition, c'est de proposer des expositions en galerie, mais aussi une revue. Et donc, on le sait, souvent dans les propositions artistiques, dans l'histoire de l'art, les revues permettent de fédérer vraiment un répertoire d'artistes différents qui vont se donner rendez-vous. Alors, ce ne sont pas vraiment des propositions groupales, ce n'est pas un mouvement, mais c'est un carrefour au sein duquel ces artistes vont se rencontrer et peut-être tisser une première trame commune. Alors, ce que l'on retient également de la jeune peinture belge, c'est que la forme est au centre du débat, le graphisme se réduit, il y a une ambition pour un caractère beaucoup plus monumental, une ligne, on l'a dit, qui serait libérée, et évidemment des couleurs beaucoup plus éclatantes. Donc, il y a déjà toute une série d'informations ici qui nous permettent de poser un premier jalon dans la compréhension de l'œuvre de Pierre Alechinsky. Alors, on est dans une période également où la philosophie a son mot à dire, la philosophie et la poésie. Et on le sait, ces artistes qui vont passer par la jeune peinture belge et puis qui, par la suite, vont peut-être donner aussi naissance au groupe Cobra, dans ce paysage de l'immédiat après-guerre, vont en fait être influencés fortement par le surréalisme. Ces artistes qui sont influencés par des courants littéraires également vont suivre des cours lorsqu'ils vont à Paris, lorsqu'ils sont à Bruxelles aussi, et certains de ces artistes vont suivre les cours de Gaston Bachelard. Il y aura donc une influence très très forte entre Bachelard et les artistes du groupe Cobra, qui, je le rappelle, à ce moment-là n'existent pas encore. On est vraiment dans une période d'entre-deux. À partir de 48, 49, 50, 51, cette influence est de plus en plus marquée et les artistes de Cobra vont lire des essais qui sont proposés à ce moment-là par Bachelard qui traitent des différents éléments, donc l'eau, le feu, la terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'approprier complètement les propositions de Gaston Bachelard. L'une des propositions, c'est qu'on va mettre un point d'intérêt sur le droit à l'image, sur le processus aux dépens du concept. Ce n'est plus le concept qui prime, ce n'est plus la figure qui prime, ni le réel, c'est le cheminement. Et ce cheminement permet de rêver, permet de libérer le geste, et c'est cette trace spécifique qu'il faut valoriser. Donc, pour le dire autrement, ce qui intéresse ces artistes-là, c'est le dynamisme, c'est une écriture qui serait griffée, c'est le fait de permettre à l'œuvre d'avoir sa propre existence. Et c'est cette propre existence qui va être recherchée et qui va être valorisée par ce qu'on appelle également une forme de spontanéité. Cette spontanéité, c'est la liberté complète de la ligne, de la forme, et qui va permettre d'ouvrir le champ à un art beaucoup plus expérimental. Ce que nous avons sous les yeux ici, c'est une œuvre de Pierre Alechinsky qui offre un petit peu cette surface qui serait griffée, grattée, raclée. On voit que l'encre va investir le champ, mais
peut-être pas de manière ravagée, comme certains artistes vont le proposer dans le cadre du groupe Cobra. Ici, c'est très structuré. On voit qu'il y a déjà une ambition de placer ces mouvements de liberté dans certains carcans, dans certaines formes géométriques, dans certains espaces. Il y a une ordonnance qui est offerte dans la proposition de Pierre Alechinsky. Donc, une structuration de l'image avec en même temps une recherche d'apaisement dans la violence qui est imposée par la technique. Donc, on l'aura compris, il y a tout un cheminement qui se fait. Et en fait, évidemment, ces artistes n'évoluent pas en vase clos. On le sait, il y a une influence qui va être proposée entre les artistes du collectif, évidemment, du groupe Cobra, mais aussi dans toute cette période qui va suivre cette ambition à main plurielle. L'idée, c'est de se dire que d'autres artistes vont être influencés, je l'ai dit, par Gaston Bachelard, par la poésie, par la philosophie. Et je trouve intéressant de montrer ici un parallèle avec une œuvre qui fait partie d'une collection privée, une œuvre de Serge Van der Kam. Serge Van der Kam, peut-être pour la petite parenthèse, c'est, on peut le dire, le deuxième peintre du groupe Cobra, en tout cas dans l'apport belge, parce qu'on le sait, il y a d'autres peintres, mais c'est plutôt les artistes des Pays-Bas qui vont participer fortement à l'ambition picturale, ou Asgurion avec le Danemark. On a ici une autre proposition, alors que Serge Van der Kam, lorsqu'il fait partie du groupe Cobra, il est photographe. Et donc, ils vont tous évoluer, on voit qu'ils vont expérimenter, qu'ils vont faire des propositions différentes, mais comme on l'a dit, l'ambition, c'est de montrer le cheminement, l'expérimentation. Van der Kam, au début des années 60, il est en Italie, il ramasse des racines sur la plage, et il va imbiber ces racines d'huile, et il va frapper ces racines violemment sur la toile, et donc on voit ici les stigmates de cette violence, et c'est ça qui est révélé. Et donc, il y a un jeu ici entre les racines d'Alechinsky et les racines de Van der Kam, deux artistes qui se connaissent plus ou moins dans une période qui est assez rapprochée. Alors, on est dans un moment aussi où le centre de gravité artistique évolue. On quitte évidemment Paris, l'Europe pour les États-Unis. L'influence importante à ce moment-là vient de New York et évidemment d'une figure hyper emblématique qui est Jackson Pollock. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ambition ici, c'est le grand format, l'aspect monumental et aussi quitter peut-être le côté trop intellectualisant des artistes européens. On l'a dit, l'importance du récit est forte pour ces artistes, la philosophie, la poésie. On essaie d'avoir un aspect très critique par rapport aux lignes sinueuses qui commencent à être créées. L'art américain va valoriser la peinture pour la peinture. Il y a un aspect monumental beaucoup plus important qui est mis en forme et donc la peinture se suffit. Ça, c'est quelque chose qui ne sera jamais dans le champ de réflexion de Pierre Alechinsky. Il souhaitera toujours faire un lien entre la peinture, le récit, quitte à indiquer également des mots, à préciser des mots dans ses œuvres. Mais ce point de scission ne sera jamais rompu. Et ce qu'il faut se dire par rapport à Pollock, c'est qu'évidemment, à ce moment-là, c'est un artiste qui est assez présent et qu'on le représente comme le pape de cette nouvelle production. Et donc, Alechinsky a envie un petit peu de se mesurer aussi au format monumental. Et donc, il va faire des propositions importantes où on va voir une sorte de décloisonnement artistique où cette ligne va prendre de plus en plus possession de l'espace, mais comme je l'ai dit, en essayant toujours de raconter. On le voit, l'ambition d'avoir des lignes sinueuses au fur et à mesure du temps permettra également de faire un lien important entre cette créativité, mais aussi la création de différentes formes. Si je reviens sur Jackson Pollock, on voit que les formes donnent naissance à des visages. Si on regarde la figure qui est à droite, on voit toujours des corps qui sont comme torturés, qui sont dans des positions très, très significatives. Avec les productions d'Alechinsky, il y a une autre proposition qui est faite, qui est en fait d'ouvrir le champ à un bestiaire fantastique, à un rapport beaucoup plus animal, à avoir un retour à l'enfance également qui se fait à des dimensions beaucoup plus primitives. Alors, le point lié à cet aspect primitif, évidemment, on le sait, c'est un point peut-être de convergence entre Pollock et les artistes du groupe Cobra, vu que c'est une ambition qui est assez proche, mais dans les grands marqueurs qui font partie du groupe Cobra, on sait qu'il y a cette spontanéité, il y a ce chemin qui a été proposé par Bachelard, il y a l'idée de révéler, l'idée de pouvoir faire référence à une autre dimension. Et donc, tout cela va être catalysé au sein d'un groupe, on le sait, le groupe Cobra. Alors, j'ai fait un petit détour pour permettre justement, en dehors des temps et des temporalités, de comprendre que ce cheminement, il se fait au fur et à mesure, par à coup, de la jeune peinture belge à l'influence de la peinture américaine, à l'influence d'une ligne qui est complètement libérée, pour arriver enfin
à ce groupe Cobra. Alors, Cobra, c'est 3 ans, trois années vraiment fastes où les spécialistes, donc les peintres, comme à l'époque de la jeune peinture belge, en fait, ils vont se retrouver, mais ils vont avoir envie de se décloisonner, de faire d'autres propositions. Donc, des sculpteurs vont être mélangés aux poètes et les poètes vont être mélangés aux peintres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces 3 années de production, il y a l'ambition de continuer à travailler ensemble. Alors, certains, comme Christian d'Autremont, vont rester très nostalgiques de cette période, vont souhaiter raviver vraiment le feu sacré de Cobra pendant plus de 10, 15 ans parce que c'est l'œuvre d'une vie. Là où Pierre Alechinski, il est plus mesuré par rapport à ça, c'est-à-dire que Cobra correspond à une école, il le dit lui-même, hein, je me permets de citer, Cobra fut mon école. J'avais 22 ans lorsque je rencontrais l'écrivain Christian d'Autremont, les peintres Yorn, Apple, Corneille. Le travail d'équipe, sortir une revue, se battre contre l'abstraction froide à droite, contre le réalisme socialiste à gauche, ont été mes occupations les plus distrayantes jusqu'en 1951. Donc on voit, 51, c'est le point d'arrêt. L'ambition, c'est de pouvoir justement dépasser cela et il va vraiment réussir. C'est-à-dire qu'il va faire d'autres propositions artistiques quitte justement à vivre de manière assez difficile ce point de raccord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interview de Pierre Alechinski, on ne lui parle pas du groupe Cobra. Peut-être qu'il y a un souhait aussi de se distancier de cela. Ce qui ne l'empêche pas de travailler, on le voit en 1976, avec Christian d'Autremont, donc fondateur du groupe Cobra. Il y a quand même l'envie de pouvoir renouveler ce chant avec une ligne qui est co-construite. Rappelez-vous, Christian d'Autremont, c'est un poète, c'est quelqu'un qui va écrire énormément, c'est le père du logogramme, mais c'est quelqu'un qui, si on regarde l'œuvre qui est présentée à gauche, en fait, ne se démarque pas par rapport à la ligne d'Alechinski. Et donc, il y a un point de fusion, on ne sait pas quelle ligne est tracée par Alechinski, quelle ligne est tracée par Christian d'Autremont. Il y a un point de fusion très important, là où quelques années plus tôt, dans un autre exercice réalisé par un autre membre de Cobra, Serge Van der Kam, on voit que l'écrivain reste dans son champ, à savoir le centre haut, et le plasticien a toute une partie qui lui appartient. Donc ici, il n'y a pas de fusion réelle. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire au fur et à mesure du temps. Et donc, on le comprend, ce principe de fusion mettra pas mal d'années avant de pouvoir vraiment se concrétiser, même si l'ambition première était déjà présente. Alors, avant d'arriver à ça, il y a un cheminement, évidemment. Pierre Alechinski n'y arrive pas du jour au lendemain. J'ai parlé de Cobra, de Pollock, de l'influence importante aussi de la jeune peinture belge. Quelques années avant la jeune peinture belge, il y a l'influence de son parcours scolaire aussi. Et donc, l'influence de son parcours scolaire et de ses années de formation à la Cambre seront en fait des moments importants parce qu'il va le dire lui-même, il va passer des années à explorer une pratique qui malheureusement va le cantonner à certains carcans. Il va être mesuré, il va être cantonné à certains champs d'action qu'il va devoir désapprendre au fur et à mesure du temps. Son formateur, lorsqu'il était à la Cambre, Joris Mine, lui impose en fait à ce moment-là de travailler avec un seul crayon. Là, on le sait, Alechinski, c'est le peintre de la plume, du pinceau. Et donc, il va mettre du temps à se distancier de cela. Et ce qui est important, c'est que quand on perçoit les eaux fortes qui sont devant nos yeux ici, on remarque les traces des incisions, on remarque la ligne sinueuse, on remarque également l'importance des différentes formes très figuratives qui sont encore présentées ici. Il le dit, je ne savais pas encore qu'il faudrait des années pour retrouver ce qu'il venait de me faire perdre. Et donc, ces années de formation pour lui, évidemment, lui ont appris énormément de choses, l'importance du travail en équipe, collectif, la gravure, le dessin, la ligne sinueuse, mais malheureusement avec le mauvais outil. Et l'outil, c'est très important, on le sait, parce que c'est ce qui va caractériser son travail et ce qui va lui permettre aussi de gagner en rapidité, en fluidité, en spontanéité. Le crayon n'est pas un outil rapide, c'est un outil qui permet d'inciser, de graver, de réaliser des griffes sur le support, sur le papier, mais l'eau gagne en vitesse. L'eau permet de fluidifier complètement ce mouvement. Et donc, l'eau, on l'a dit, c'est une influence également importante qui vient des écrits de Bachelard, les fameux écrits eau, terre, feu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Alechinski va, au milieu des années 50, début des années 60, avoir un autre enseignement. Un enseignement qui viendra d'un de ses amis, Wallace Sting. Wallace Sting va lui proposer une forme de révolution, à savoir revoir le champ de sa pratique, revoir en fait la manière de peindre, la manière de travailler. Donc plutôt que d'avoir une peinture de chevalet, plutôt que de travailler à même le support de manière très frontale, on va changer le carcan, on va prendre la toile ou le papier, poser sur le sol et on va gagner en rythme.
Jackson Pollock fait exactement la même chose. On voit qu'il y a une autre source d'influence qui vient à ce moment-là, sauf que cette influence lui permet d'avoir de la souplesse, avoir une sorte de danse giratoire qui permet, on l'a vu, de gagner en fluidité et en mouvement, et aussi de ritualiser sa pratique. Et cette manière de ritualiser sa pratique, en fait, elle est très importante parce que, on le comprendra, cette fluidité, ce mouvement, cette libération, en fait, lui permettent d'aller au-delà de ce qu'il produisait jusqu'avant. Il va gagner en format, en taille, donc en monumentalité. Ça va lui permettre d'avoir un geste beaucoup plus ample aussi, on l'a dit, en vitesse, mais aussi de travailler avec d'autres supports et d'autres techniques. Donc, c'est une révolution, un moment particulier, et une révolution qui se fait en dehors du champ de Cobra. Donc, on le comprend souvent quand on cantonne Alechinsky à Cobra, on le met en fait au sein d'une petite prison avec les grands codes de ce groupe. Or, ce qui le caractérise aujourd'hui, et depuis plus de 50 ans, c'est quelque chose qui a été réalisé en dehors de ce champ-là. Alors, l'artiste a une influence importante de l'Orient. Alors, évidemment, parce qu'il a un ami parisien, on l'a dit, Wallace Sting, qui est un peintre chinois, mais également parce qu'il va voyager au Japon. Et lorsqu'il voyage au Japon, par l'intermédiaire d'une bourse, il va réaliser un petit film qui s'appelle Calligraphie japonaise. Et c'est une sorte de motivation dans ce périple où il va filmer différents calligraphes. Alors, là où pour les calligraphes japonais, mais extrême-orientaux au sens large, il y a un aspect philosophique dans la calligraphie. Pour les artistes européens qui sont influencés par cette calligraphie japonaise, on est dans une discipline qui s'inscrit moins dans une dimension philosophique, mais qui ne sera jamais une discipline spirituelle. Donc l'ambition, c'est de reprendre les codes européens, à savoir une valorisation plastique peut-être plus simple, une histoire du réel, une histoire du récit, et peut-être pas une dimension spirituelle philosophique. Donc là, il y a déjà un point important à placer au niveau d'une dichotomie de pratique, parce qu'on le voit, Georges Mathieu, qui est l'un des artistes importants de l'abstraction lyrique, qui va se revendiquer comme l'un des grands défenseurs du geste libéré à l'encontre de l'abstraction géométrique dans le paysage parisien des années 50. Lui, par contre, il va intégrer une dimension beaucoup plus philosophique, il va vouloir charger sa proposition artistique, la charger de manière spirituelle, comme s'il avait une inspiration quasi divine qui lui venait. Ce n'est pas du tout la proposition d'Alechinsky. Alechinsky, on l'a dit, il cherche un moyen d'explorer le geste, de le libérer, d'avoir une ligne beaucoup plus sinueuse. Alors, quelques mots-clés, je pense, pour pouvoir aussi repréciser cette pratique-là. Il y a une revue importante qui s'appelle Bokubi, qui signifie le plaisir de l'encre. C'est par l'intermédiaire de la lecture de cette revue, mais aussi de Shiryu Morita, qui est la figure tutélaire de cette revue, que tout ce réseau d'artistes vont être influencés et être intéressés par cette pratique asiatique, de cette calligraphie. Et donc, ce jeu d'influence va se faire à un moment spécifique par quelques artistes qui vont faire un point de convergence entre l'art européen, l'art occidental et tout ce qui est extrême oriental. Ça nous permet aussi de comprendre qu'une fois que ce geste est libéré, une fois que la charge peut-être du papier a été marquée, eh bien, ça permet de gagner ici en force. Gagner en force par rapport à cette rapidité d'exécution et un sentiment beaucoup plus océanique. On a une dimension très chargée au niveau de la proposition artistique ici. On voit qu'il y a quasiment peu d'espace pour permettre au papier de respirer. Et on voit également qu'il y a une influence forte d'un autre artiste qui a fait partie du groupe Cobra, à savoir Asger Jorn. L'ambition ici, c'est de travailler avec des figures qui sont quasi déchirées, avec ce bestiaire fantastique dont je parlais, ce rapport très primitif également. On a des monstres hybrides, des apparitions, on a un jeu assez fort entre l'ombre et la lumière qui est proposé ici. Et si on regarde cette œuvre-ci, qu'on fait vraiment un focus et qu'on l'observe de manière très attentive et que je passe à l'œuvre suivante, qui est une œuvre d'Asger Jorn, on voit vraiment ce jeu d'influence entre les différentes propositions artistiques. Alors, il y a quand même des marqueurs qui sont différents chez Alechinsky. Chez Alechinsky, on voit que le papier, quand même, a eu un traitement assez difficile. On voit qu'il y a des éclats assez forts. On voit que la surface est ravagée, comme chez Jorn, mais il n'y a pas une poésie de la matière. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des hautes pâtes, on travaille avec des encres, on travaille avec une surface qui sera assez lisse, qui sera peut-être plus rapide au niveau de ses éclatements. Là où chez Jorn, on voit vraiment un effet de matière beaucoup plus lourd, on travaille avec le tube, on revient dans la matière de manière assez significative, et on le voit, peut-être pour le clin d'œil, à gauche, on voit Asger Jorn en Italie, à Albisola, qui travaille
à même le scooter sur la matière. Donc, on voit qu'on n'est pas dans quelque chose de très précis, très précautionneux. On est dans quelque chose de beaucoup plus généreux au niveau des marqueurs ici. Et on voit d'ailleurs la haute pâte et qui est réalisée d'ailleurs ici pour une céramique. Donc, on travaille vraiment la matière à même le corps. Chez Yorn, on retrouve ces marqueurs, hein, on l'a dit, de bestiaire fantastique, de lignes sinueuses, de matière. On a l'impression évidemment qu'il y a une proximité forte entre les deux propositions, mais malgré tout, il y a cet effet de distance parce que Alechinsky fait son petit chemin, il avance vers une autre manière de produire et de concevoir sa proposition. Alors, ça nous permet d'avancer évidemment et d'arriver sur un autre voyage. Après le Japon, viennent les États-Unis. Pierre Alechinsky est à ce moment-là à New York. Et à New York, alors qu'il est au 50e étage d'un bâtiment, il regarde par la fenêtre et donc il voit Central Park. Central Park, je vous ai mis en haut à droite une vue aérienne. Ça permet aussi de mieux comprendre peut-être cette influence assez forte qu'il y a eu à ce moment-là. Et où, lorsqu'il observe ce parc, il parle d'une gueule débonnaire de monstre. On perçoit qu'il y a toute une influence importante de ce processus créatif qui va se mettre en place dans son esprit. Et en fait, là où il y avait cette spontanéité et ce bestiaire fantastique dans Cobra, eh bien, on retrouve que ce plan d'eau va pour lui incarner peut-être des figures qui vont le hanter. Et cette figure qui le hantera est reprise au centre, ici, de la proposition. Donc, on pourrait imaginer que cette forme un peu serpentine serait, en fin de compte, le plan d'eau qui est reproduit à droite. D'ailleurs, Alechinsky le dira lui-même, il va étayer sa proposition de photographie, d'écrits qui permettront justement d'essayer de nous faire comprendre ce qu'il a vécu à ce moment précis. Alors, Central Park, c'est un moment spécifique parce qu'il y a un avant et un après Central Park. Ce sont les premières remarques marginales. Les remarques marginales, c'est ce que nous avons tout autour de ce centre, donc toutes les petites cases que l'on perçoit et qui permettent de faire vivre l'histoire par d'autres moyens. C'est-à-dire que chaque petite case correspond à une ouverture sur autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on compare cette œuvre au plan que j'ai présenté à droite, on a l'impression que les cases sont autant de bâtiments, autant de buildings, autant d'histoires, autant de vies. Et donc, toutes ces vies sont évidemment fantastiques, racontent des histoires, sont des récits spécifiques chez Alechinsky. Là, on est dans une dimension beaucoup plus architecturale sur la vue aérienne. Donc, première remarque marginale, premier acrylique et aussi premier marouflage. Vous savez, le marouflage, c'est une technique spécifique qui permet justement de coller ici le papier sur d'autres surfaces. On peut faire un marouflage sur toile, un marouflage sur bois, sur panneau. Donc, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à ce moment-là. Et dans les écrits que l'on retrouve dans le catalogue d'exposition, on peut percevoir aussi que Alechinsky témoignera du fait que, selon lui, ce marouflage est raté. Il s'agirait, selon lui, d'un premier marouflage raté, alors qu'on le voit, on est quand même face à une œuvre qui fait acte à un moment spécifique. Donc, il y a une ambition forte aussi au niveau du programme qui est proposé à ce moment-là. Je vais vous demander de vous concentrer sur les remarques marginales, d'en isoler peut-être une seule case pour comprendre qu'en fait, cela ne vient pas de nulle part, parce que nous sommes ici en 65, et pourtant, entre 60 et 64, nous avons en fait des propositions qui vont être réalisées sous la forme d'idéotraces, donc des idées et des traces qui vont être réalisées à même le papier. À même le papier en ayant une écriture quasi spontanée, à savoir laisser le pinceau libre, réaliser des traits, des lignes, travailler à l'aide de la tâche, valoriser l'erreur, valoriser l'accident. L'idée, c'est de pouvoir créer un nouveau récit au départ d'une ligne qui serait complètement libérée. On le dit, le corps est en action, et cela à l'aide justement d'une main qui est levée. Elle est levée grâce à quoi? Grâce à l'influence de cette calligraphie japonaise. On a presque l'impression d'avoir une proposition de littérature qui va se faire à droite. On a des figures aussi tutélaires, des figures très ravagées, très importantes, qui font partie de ce bestiaire que l'on retrouve ça et là dans les différentes propositions de ces idéotraces. Alors peut-être pour le clin d'œil, il faut savoir que la plupart des idéotraces ont été consacré au sein d'une seule publication aux éditions de Noël, et tous les dessins font partie de la collection des musées royaux. Donc c'est intéressant aussi de se dire qu'au sein des musées, on a véritablement des chefs-d'œuvre, on a des œuvres qui font partie vraiment de l'histoire de cette colonne vertébrale, comme je disais dans l'introduction de cette intervention. Donc, Central Park, remarque marginale, un avant, un après, les idéotraces, et les idéotraces font partie de nos collections. Alors,
On va aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si on reprend Central Park et l'image centrale de couleur, on retire cette idée-là et on va valoriser davantage les remarques marginales pour en fait laisser uniquement les cases exister. Si vous voulez, Central Park n'était pas assez remarque marginalisée, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore assez dans cette ambition de raconter par différents récits. Ici, la case se suffit elle-même. Donc, ce sont des récits en noir et blanc, différents points d'ancrage où l'artiste le dira, son souhait de rééquilibrer l'image. Il y a peut-être un point de déséquilibre avec cette image centrale. Ici, on va rééquilibrer par le récit. Et en fait, on va reprendre différents codes aussi des courts-métrages, du cinéma. On a l'impression de jouer avec des gros plans, avec des effets de cadrage spécifiques qui nous permettent d'appréhender d'une autre manière le récit. Alors, c'est intéressant parce que l'image fixe, comme on la connaît peut-être au début du XXe siècle, est une image qui raconte, peut-être en 2 dimensions, par une manière très frontale. Donc, c'est-à-dire que le spectateur va regarder une œuvre fixe. La fluidité de la main, la fluidité de l'eau va raconter davantage. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, une case ne suffit plus, il en faut plusieurs, différents récits. Et en fin de compte, l'image gagne en vitesse. Et quand l'image gagne en vitesse, en fait, on a un point de parallèle avec le cinéma. On le voit clairement, cette image qui a gagné en vitesse raconte et est beaucoup plus précise. Alors, je vous l'ai dit également au début de cette intervention, l'ambition, c'est de se dépasser. C'est-à-dire qu'Alechinsky a cette particularité qui est de toujours aller plus loin. C'est-à-dire qu'il va mettre des années et des années pour pouvoir développer son propre vocabulaire plastique, mais il ne va pas rester sur un procédé. C'est-à-dire que pour lui, ce serait triste de rester sur les remarques marginales. Et donc, pour ce faire, il va réaliser ici des impressions qui se font à l'aide d'estampages. Vous le savez, comme quand nous sommes enfants, comme quand nous étions enfants peut-être, on avait la possibilité de venir avec des papiers et gratter différentes surfaces. Et ces effets d'estampage permettaient de révéler des traces du passé. Et bien ici, les traces du passé, à la différence d'un artiste comme Max Ernst, ne sont pas spécifiées et indiquées. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas quelles sont les traces qui sont révélées. Ici, on le voit, il est marqué Service des eaux Arles. Donc, on se doute bien qu'il y a sûrement une plaque à Arles qui a été grattée de manière sauvage. On a peut-être une dimension quasi archéologique qui est proposée par Alechinsky de révéler un état d'une ville, d'une trace, d'un effet de mémoire, d'un souvenir partagé. À ce moment-là, c'est un vestige qui nous est offert. Mais chez d'autres artistes, on a moins cet élément qui est proposé. On a moins le point d'attention sur l'histoire qui est révélée. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on permet justement de garder une des grandes perspectives qui est tracée par Alechinsky, soit la case, soit l'effet de couleur aussi qu'on a pu percevoir quelques temps plus tôt, et justement cet ajout supplémentaire. Alors, on retient cette idée d'ajout supplémentaire parce qu'au-delà des estompages, on a d'autres propositions qui sont faites avec différents papiers. Les vieux papiers, c'est une passion pour l'artiste qui est de collecter, de récupérer des documents de presse, des souvenirs, il va appeler ça comme ça également, qui sont en fait autant de cartes géologiques, de calculs de comptables, des actes de propriété, des actes de notariat au sens large, des plis postaux. On va le voir, en fait, il va permettre par ce biais-là de détourner l'origine première du papier. Le détournement est important à ce moment-là parce que ça lui permet en fait de pouvoir éviter le syndrome de la page blanche. Il va partir au départ de quelque chose qu'il va détourner. On le voit spécifiquement à droite, on voit le tampon payé. Eh bien, il va partir de cela et il va peut-être le mettre en exergue en créant cette figure qui va entourer le payé comme si c'était une bouche qui criait le mot payé. Donc, il y a vraiment toute cette dimension créative qui va être proposée. On va alléger évidemment la proposition parce que ça permet d'avoir un jeu de va-et-vient entre l'histoire passée du papier, une date qui avait peut-être une proposition de récit terminée, mais on va aussi valoriser ce qui fait partie du quotidien. C'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire qu'au départ de papiers et de documents qui en fait font partie du quotidien et n'ont aucune prétention artistique, Alechinsky va permettre d'élever ces papiers-là à l'aide de son intervention. Et donc, c'est un quotidien qui est peu savoureux, mais qui termine en fin de compte en œuvre d'art. Enfin, je pense que pour terminer, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être faire un point qui nous permet de faire le lien entre les origines de Pierre Alechinsky, tout son parcours et peut-être maintenant son âge certain, et de mettre en évidence qu'il y a eu une influence très importante qui est de rester un enfant. Alors, rester un enfant tout au long de sa carrière, ça ne veut pas dire faire des gribouillis, ça veut dire réussir en fait à apprendre au fur et à mesure à revenir à l'origine des choses.
cette origine des choses, cet aspect primitif qu'on a pu percevoir lorsqu'il y avait l'influence de Pollock et de Cobra, en fait, permet de mettre en évidence toute l'absence d'une réflexion qui serait marquée par différents carcans, par différentes choses qui sont imposées par la société. Et donc, on le sait, les artistes du groupe Cobra mettent souvent en évidence que ce qui est important, en fait, c'est d'être dans un effet de distance complet avec toute influence au sens large, l'influence de d'autres artistes. Alors évidemment, ce sont des artistes qui connaissent l'histoire de l'art, ce sont des artistes qui sont formés, ce sont des artistes qui savent évidemment quel est le jeu de l'histoire de l'art à ce moment-là, entre l'abstraction, la figuration, les différentes querelles. Et donc, c'est trop simple que de se placer dans cette troisième voie sans avoir des prétentions. Ici, pour eux, on va mettre des années et des années et des années pour désapprendre ce qui a été imposé par différentes marques. Alors, c'est une origine enfantine où, en fait, l'ambition première, c'est de retrouver en fait le moment où il n'y avait pas de scission entre le texte et le dessin. Ça, c'est très important de le comprendre parce que, on l'a vu, Alechinsky a un programme qui est d'exprimer, de mettre en évidence le récit. Et le récit, soit par l'image, soit par le texte. Et il n'y a que lorsque nous sommes enfants et en apprentissage que l'on sait que ce sont deux choses qui sont distinctes. Son programme à lui, c'est de réussir à fusionner les deux dans une seule proposition visuelle. Alors, retenons peut-être que Alechinsky, au fur et à mesure du temps, va se dégager de la mimésis, se dégager d'une ambition de raconter par le réel, de le faire par différents moyens, à savoir une ligne qui est sinueuse, qui est spontanée, qui est libérée, de le faire par une influence, on a dit, qui est japonaise, une influence par une technique, par une autre posture de travail, et aussi de rester tout au long de sa vie un coloriste heureux. Je vous remercie pour votre écoute attentive et j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre l'œuvre de Pierre Alechinsky. Merci Anthony d'avoir donné toutes ces clés pour brasser la richesse, la vitalité du dessin et de l'art donc de Alechinsky. Et à bientôt peut-être pour un prochain parcours ensemble. Merci, au revoir. Au revoir.